C'est parti. Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue du coup à ce, je crois, si mes comptes sont bons, 17e Café Génial. Aujourd'hui, nous sommes sur la thématique de la transition agroécologique, en fait, comment favoriser la transition agroécologique sur mon espace naturel. Et nous avons Hugo Girard de l'ADASEA du Gers et Camille Fleguer du syndicat mixte du bassin de Thau qui nous feront deux présentations, donc sur la mise en place des PSE par l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur le territoire gersamment, et Camille, du coup, sur le déploiement et la connaissance et comment faire connaître la transition écologique sur un site Natura 2000. Voilà, pour commencer, je vous propose qu'on fasse comme habituellement un petit tour d'écran où chacun se présente, nous explique très rapidement pourquoi il assiste à ce café, quel est son intérêt, et nous partage du coup deux mots sur la notion de transition agroécologique. Et rapidement, ensuite, n'hésitez pas pendant les présentations, enfin après les présentations, par contre, à prendre le micro pour poser des questions. Vous pouvez également utiliser le chat, bien évidemment. Mais l'idée est bien de partager et d'avoir un petit moment convivial. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions aux intervenants. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par David Gomis. Si tu peux te présenter rapidement et nous partager deux mots sur la transition agroécologique. Oui, bonjour. Désolé, le café coulait. Donc, David Gomis, je suis chargé de mission biodiversité à la ville et à la métropole de Montpellier. C'est un poste que je prends tout fraîchement, puisqu'auparavant, je travaillais comme directeur zoologique au parc de Lunaret à Montpellier. Je suis de formation vétérinaire. Voilà, et j'ai profité d'une réorganisation des services de la ville et de la métropole pour maintenant prendre en charge ces thématiques biodiversité. Voilà, donc c'est mon premier café génial. On n'est pas complètement, on est gestionnaire d'espèces naturelles au titre du Natura 2000 poussant Fabrègue, donc la plaine. Et puis on participe assez activement auprès du cible sur le Natura 2000 du Lèze. Donc sur le territoire de la métropole de la ville de Montpellier, il y a 2 sites Natura 2000. Voilà, il y a beaucoup à faire en tissu urbain et périurbain et en agroécologie. En fait, la ville et surtout la métropole de Montpellier mettent en place des associations foncières agricoles pour essayer de développer les circuits courts, la production locale. Alors, ça suffira jamais à produire suffisamment pour nourrir toute la population montpelliéraine. Mais si j'avais voilà, 2 mots à te dire, c'est pour moi l'agroécologie, c'est peut-être une question de bon sens, c'est-à-dire on revient à l'ancienne, et de respect du sol, ce qui est important pour arriver à obtenir quoi que ce soit de la nature et surtout de la biodiversité, c'est qu'il faut déjà des sols naturels et des sols respectés. Voilà, donc bon sens et respect du sol, c'est ce que je dirais. Merci David, et du coup, bienvenue dans le réseau. En tout cas, Merci. je vois qu'il y a plein de beaux projets du coup sur la ville de Montpellier. Camille Gilliot? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis désolée, je ne peux pas mettre ma caméra, ça ne fonctionne pas sur mon navigateur. Donc, Camille Silvio, du conservateur d'espèces naturelles d'Occitanie. Donc, moi, je travaille sur les espèces exotiques envahissantes faune, sur la stratégie régionale. Et par contre, au sein du conservatoire, on travaille aussi sur la thématique de l'agroécologie, mais j'avoue que personnellement, j'ai très peu de connaissances et de compétences sur le sujet. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais participer à ce café génial pour tout simplement savoir un petit peu plus sur le sujet. Voilà, c'est une thématique qui m'intéresse aussi particulièrement, puisque bientôt je change de poste et je travaille à la mairie de Signaux, donc en côté de Toulouse. En tant que chargée de mission de transition écologique, je serai amenée aussi, je pense, à travailler sur ce type de thématique. Donc, c'est pour ça que vos présentations et nos échanges m'intéressent particulièrement aujourd'hui. Super, merci Camille. Tu as deux mots du coup à partager sur. Non, j'avoue que je rejoins un peu ce qu'a dit David Gomis. Pour moi, c'est vrai que c'est une thématique un peu d'avenir, quoi. Je pense que c'est des termes que je retiendrai. Et voilà, un mode de fonctionnement que l'on s'emploie à appliquer au sein de nos territoires. Ok, merci. Alors, on a le droit de répéter les mêmes mots quand c'est des mots
voilà, qui nous parle. Il n'y a pas de souci. Merci Camille. Angélique? Oui, bonjour. Je ne peux pas mettre la caméra parce que je suis sur le téléphone. Mais Angélique Masvidal du PNR de la Narbonnaise. Donc, moi, j'anime un site Natura 2000 qui est l'étang de la Palme. Globalement, forcément, comme sur tous les sites Natura 2000, on est intéressé pour tout ce qui est outils pour transformer un peu les pratiques agricoles. Et moi, c'est notamment le PSE qui m'intéressait parce que je ne connais pas trop cet outil. Donc, ça m'intéressait de voir un petit peu comment ça a été mis en œuvre. Joker pour les 2 mots sur l'agroécologie parce que j'avoue que je fais 2 choses en même temps là. Voilà. Merci. Du coup, merci d'être là quand même, il n'y a pas de souci. Sachant que du coup, sur les PSE, il y a aussi des expériences côté XLR, notamment du côté du Pic Saint-Loup. Angélique, je ne sais pas si tu es au courant, mais qui sont en cours d'expérimentation en fait. Ils en sont à leur première année, ce n'est pas terminé, donc ils ne le présentent pas aujourd'hui, mais voilà, Ok. sur la thématique PSE, je pourrais te mettre peut-être en lien avec, Je prends Emma note. Lapique que tu dois connaître. Voilà. Merci. Alors Vincent, tu n'as pas de micro, donc du coup, je vais te laisser mettre des mots dans le chat éventuellement. Et je passe la parole à Charlotte. Oui, bonjour à tous. Donc, Charlotte Reboul, moi je vais commencer un service civique le 3 octobre à la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie. Et donc ma tutrice m'a conseillé d'assister à ce café un peu pour me mettre dans le bain. Et donc comme Camille, moi j'y connais pas grand-chose pour le moment en termes de transition agroécologique, mais ça m'évoque tout simplement un changement de pratique plus respectueux des sols, de la biodiversité environnante. Voilà pour moi. Merci Charlotte. Et merci à ta tutrice d'avoir conseillé les cafés géniaux. Merci. Fabien? Oui, bonjour. Donc Fabien Paquier. Désolé, ma caméra marche pas avec Teams. Donc voilà. Donc je suis chargé de mission Trame verte et bleue à l'Office français de la biodiversité. Je suis basé à Montpellier, mais sur des missions nationales. J'anime le centre de ressources Trame verte et bleue. Et donc, comme j'ai eu connaissance donc, depuis quelques temps là, de l'organisation par Julie de ces cafés, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, du coup, c'est la deuxième fois que j'y assiste sur des sujets qui ont en lien, en tout cas selon moi, avec les questions de trame verte et bleue, puisque, selon moi encore, donc l'agroécologie a vocation à réintroduire ou à préserver des fonctionnements naturels dans les espaces agricoles par le maintien d'infrastructures vertes, etc. Et donc, ont vocation à contribuer à la connectivité des territoires. Et donc, c'est sous cet angle que la question de l'agroécologie m'intéresse. Et dans ce cadre-là, enfin, dans le cadre de mes missions pour le Centre de ressources Trame verte et bleue, j'organise de temps en temps des événements type journée d'échange et qui donnent lieu à des publications. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Donc, on avait fait en 2018 une journée sur agroécologie et continuité écologique. Et l'année dernière, une journée sur les haies, donc qui se déroulait à Caen. Et on parlait aussi des PSE. Ça avait été assez compliqué de trouver quelqu'un pour venir témoigner. Donc voilà, donc ça m'intéresse toujours de veiller sur des expériences, etc. Super, merci Fabien. Et oui, effectivement, n'hésite pas à mettre tous les liens vers les ressources dans le chat. On les récupère ensuite et on la transmettra aux participants. Alors, j'ai une salle visioconférence, mais je n'ai pas les noms. Il y a 2 personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour, je suis Jean-Marie Chanabé, je suis directeur du syndicat mixte des Gorges du Gardon. Là, je suis présent aujourd'hui, d'une part parce que mes collègues ne pouvaient pas assister à la réunion, la chargée de mission agriculture et les 3 chargés de mission Natura 2000. Donc le syndicat mixte, il assure la gestion de 7 sites Natura 2000 dans le département du Gard. Et on travaille depuis plus de 20 ans sur l'agropastoralisme, en aidant les éleveurs à s'installer, en confortant certaines exploitations et en coordonnant le projet agro-environnemental et climatique. Et moi, je suis particulièrement convaincu que le système agricole conventionnel est à bout de souffle et qu'il nous faut tendre vers d'autres systèmes d'exploitation. Donc, c'est la raison de ma présence aujourd'hui, sachant que j'aurais choisi plutôt le terme de rupture, plutôt
au terme de transition, parce qu'il me semble que la transition, on en parle beaucoup, mais voilà, ça s'inscrit dans des pas de temps qui sont longs. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on dispose devant nous de beaucoup de temps pour agir et trouver et proposer d'autres solutions. Et concernant les deux mots, pour moi, l'agroécologie, c'est une agriculture respectueuse du vivant. Je vais laisser la parole à Pierre-Marie qui est à mes côtés, qui va se présenter. Oui, bonjour. Alors du coup, moi, je suis Pierre-Marie Deniel. Je suis en stage au syndicat mixte des Gorges du Gardon et je travaille sur les questions de transition écologique au sens large. Donc, je vais faire un peu un tour d'horizon de ce qui existe en initiative éco-citoyenne. Et il y avait pas mal de mesures au niveau de l'agriculture. C'est un sujet qui revient naturellement parce que c'est la base, c'est la chose la plus importante, je pense. Et du coup, la transition agroécologique, effectivement, elle rentre en premier. C'est une des choses les plus importantes qui revient le plus dans mon stage aussi. Voilà. Super, merci à tous les deux. Je vois que Julien est arrivé. Oui, bonjour. Du coup, Julien Robert, chargé de mission Natura 2000 sur les sites du complexe lagunaire de Sals-le-4 au syndicat Rivage. Et du coup, je suis intéressé par cette journée dans la mesure où on est en train de monter une prochaine programmation des mesures agro-environnementales et climatiques. Et que par ailleurs, on est aussi au syndicat Rivage en train de mener une réflexion sur une stratégie agricole de territoire. Voilà. C'est super intéressant ça. Faut qu'on en reparle du coup. Et effectivement, on est en plein timing là par rapport à tout ce qui est MAE, etc. Donc merci à tous ceux qui sont ici. Effectivement, je sais que les temps sont contraints, que les dossiers sont à déposer bientôt et voilà. Et nous avons Bénédicte qui vient d'arriver aussi, de notre collègue de l'ARB qui travaille justement sur ce sujet de la transition agroécologique. Tu veux te présenter rapidement, Béné? Oui, merci Julie. Donc Bénédicte Goff, donc je travaille également à l'ARB avec Sophie et Julie et plus particulièrement effectivement sur ce sujet de la transition, on dit encore transition, mais peut-être qu'on changera de mot effectivement. Agro-environnemental, on a mené une réflexion là depuis le début de l'année sous l'impulsion à la fois de notre présidente et notre comité d'orientation. On a réalisé un panorama de justement des acteurs et un peu de tous les projets agroécologiques en région Occitanie, puisqu'il y a quand même beaucoup d'initiatives et voilà, et on est en train aussi de voir comment au niveau de l'ARB on peut contribuer à accélérer, à impulser encore davantage ces changements de pratiques et mieux justement intégrer la biodiversité dans les pratiques agricoles. Merci Béné. Et je crois que Marine, tu t'es pas présentée encore aussi. Oui, bonjour à tous. Donc Marine Fonte de Albret Communauté, je suis l'animatrice du site Natura 2000 de la Gélise et sur le territoire, on agit pas mal sur la lutte contre l'érosion des sols par la mise en place de haies le long des parcelles agricoles, de fascines et la sensibilisation des agriculteurs au changement de pratique également. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais intéressée par cette journée pour voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et les deux mots, pour moi, c'est conservation des sols et lutte contre le changement climatique. Voilà. Merci Marine. Et en même temps, c'est un peu du teasing sur le prochain Café Génial, du coup, qui est sur la thématique de la lutte contre l'érosion des sols. Et Marine sera une des intervenantes. Voilà. Et Laura vient de nous rejoindre. Laura, je te laisse te présenter rapidement et nous donner deux mots, du coup, que t'inspire la transition agroécologique, si tu les as, hein, parce que c'est un petit peu au vol, tu viens d'arriver. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Très bien. Voilà, j'ai un peu raté le coche. Laura Lanuzel, je travaille pour le Conservatoire botanique donc des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Je suis chargée de mission avec des missions de conservation des plantes et notamment en milieu agricole. C'est pour ça que j'étais intéressée. Et du coup, oui, pour moi, le concept d'agroécologie, c'est justement d'arriver à intégrer les concepts de la nature dans la pratique agricole.
Merci Laura. Et avant d'attaquer les présentations, je vais laisser aussi Morgane, qui est une collègue de l'ARB qui travaille sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, se présenter également. J'ai vu que tu étais là, Morgane. Je me demande si elle ne s'est pas déconnectée. Oui, Morgane. peut-être qu'elle a fait semblant d'être là, Morgane, effectivement, parce que je ne l'entends pas répondre. Bon, Elle se reconnectera peut-être plus tard. Ce sera pour, oui, pour un peu plus tard. Du coup, je vais laisser la parole à Hugo pour la présentation sur les PSE. Je te laisse partager ton écran, Hugo. Et on est parti pour une quinzaine de minutes de présentation. Il y aura un petit moment d'échange en suivant. Voilà. Est-ce que vous avez tous mon écran partagé? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, Hugo Girard de la DASEA du Gers. Je suis animateur de site Natura 2000 et j'ai travaillé sur l'expérimentation des PSE menée par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Juste d'abord pour commencer, 2 mots sur la DASEA du Gers. On est une association agréée protection de l'environnement, une association loi 1901, et on travaille à apporter notre concours à la profession agricole aux acteurs du milieu du monde rural et des gestionnaires de milieux naturels sur les aspects d'agro-environnement et d'environnement. Et nos principales missions, donc animation de 5 sites Natura 2000. On est cellule d'assistance technique aux zones humides. On porte un LIFE qui s'appelle Coteau Gascon depuis 2020 et on est aussi porteur de plusieurs programmes agro-environnementaux et climatiques sur le Gers. Donc pourquoi une expérimentation PSE? Ça vient les PSE, ils sont issus de la mesure 24 du plan biodiversité qui s'inscrit dans l'orientation faire de l'agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la transition agroécologique. Donc c'est un travail qui a été mené entre le ministère de la transition écologique et les agences de l'eau au cours de l'année 2018-2019. Et donc l'agence de l'eau à Dour-Garonne a décidé de se lancer dans dans cette expérimentation-là dès 2019, avec pour objectif de mettre en place les premiers contrats en fin 2019 et également essayer d'apporter quelques éléments pour la préparation de la PAC, de la nouvelle PAC qui arrive. Juste pour une définition, pour qu'on soit tous sur la même chose sur qu'est-ce qu'un service, service environnemental ou service écosystémique. Donc, c'est l'ensemble des biens et des services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être. Ça passe par donc, des services d'approvisionnement, que ce soit alimentation, énergie, des services de régulation du climat, de la qualité, de la quantité des eaux, ou des services culturels. Et donc les PSE, c'est un outil qui va qui a pour but de rémunérer les agriculteurs qui sont déjà fournisseurs de ces services par leurs pratiques, par leurs bonnes pratiques au sein de leur production. Donc les objectifs de ce PSE pour l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, c'est préserver la ressource en eau et la biodiversité, en passant par le maintien le maintien des pratiques à bas niveau d'intrants, à encourager la diminution de l'usage des produits phytosanitaires et des engrais azotés, ou ensuite par la préservation de la présence et la bonne gestion des éléments agroécologiques, donc que ce soit haies, mares, prairies humides, la préservation des sols, et ensuite contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en augmentant le stockage du carbone dans le sol. L'objectif de l'agence, c'est donc de reconnaître le rôle positif des exploitations, donc notamment des agriculteurs qui ont des bonnes pratiques, qui contribuent directement à la préservation de la qualité des eaux, des sols et de la biodiversité, donc qui répondent à leurs objectifs cités précédemment. Et donc c'est une rémunération pour service rendu. Donc c'est vraiment une rémunération par rapport à un service que l'agriculteur rend à la société. Et ça va, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que ces bonnes pratiques vont au-delà des
des seuils réglementaires qui sont déjà fixés par d'autres réglementations. Donc, aller plus loin que la réduction de 50% de phyto liée au programme éco-phyto. Après, plusieurs points par rapport au verdissement de la PAC, donc que ce soit le maintien des prairies permanentes, la part minimum de surface d'intérêt écologique sur les exploitations, ou encore le fait d'avoir 3 cultures minimum dans la rotation des cultures. Comment l'Agence de l'eau a choisi ces différents territoires? Donc, ils ont choisi par rapport à des enjeux eau et biodiversité qui étaient présents sur certains territoires. Ensuite, ils ont choisi des territoires où il y avait une animation territoriale qui était déjà en place, que ce soit de l'animation de sites Natura 2000, des cellules d'assistance technique aux zones humides, des projets de territoire, des plans d'action territoriaux, des choses comme ça. Ensuite, plutôt des territoires liés à la polyculture élevage, avec des zones humides et du bocage. Et ensuite, des territoires où les prairies permanentes sont en diminution, comme les zones humides, où les menaces sont importantes. Donc, ça nous donne à l'échelle du bassin Adour-Garonne 30 territoires qui ont été sélectionnés. Il y a eu quelques évolutions, quelques rajouts de territoires au cours de l'expérimentation. C'est assez équilibré sur les deux parties de régions qui sont concernées. Donc, que ce soit Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 19 sites sont concernés 19 territoires sont concernés ou à cheval sur des sites Natura 2000. Après, il y a pas mal aussi de captage d'eau potable, de protection de captage d'eau potable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les territoires sélectionnés. Sur le fonctionnement du dispositif, donc c'est une évaluation qui se fait à l'échelle de l'exploitation, donc c'est vraiment une approche systémique. Toute l'exploitation est prise en compte, et c'est basé sur 3 indicateurs. Donc un indicateur de diversité des assolements, prise en compte des prairies et des couverts végétaux, donc qui vise tout ce qui est capacité de stockage du carbone, protection des ressources en eau via les prairies et les couverts végétaux. Ensuite, on a un indicateur 2 qui est sur l'extensivité des pratiques. Donc là, on est plus autour d'évaluer le niveau d'utilisation des produits phytosanitaires sur les cultures et de l'utilisation d'engrais azotés sur les prairies. Et le dernier indicateur qui est l'indicateur sur la présence d'infrastructures agroécologiques. Donc là, c'est la prise en compte de tout ce qui est haies, lisières de bois, prairies humides, mares, étangs, qui sont évalués sur ce dispositif-là. Donc chacun des 3 critères est noté sur 10. Donc ça nous donne une note sur 30 à l'échelle de l'exploitation. Pour être éligible, les agriculteurs doivent avoir une note de 16 sur 30. Et le prix du point a été fixé à 5 € par hectare et par an. J'ai pris un petit exemple facile pour illustrer ce que ça représente. Donc si un agriculteur a une SAU de 100 hectares, qu'il obtient 20 points, il aura un montant du PSE qui sera de 20 points fois 5 € par hectare fois 100 hectares, sa surface en SAU. Donc ça ferait une aide de 10 000 € par hectare et par an. 10 000 € par an, pardon. Pour éviter que ça soit trop grosses, les sommes soient trop importantes et que la course, on va dire, au foncier soit limitée, il y a eu un plafonnement. Donc, en 2019, c'était plafonné à 6 666 € par an parce qu'on était sous règle de minimis. Et ensuite, suite à la notification de l'Union européenne, le plafond a été fixé aux 60 premiers hectares. Donc là, dans l'exemple, on serait à 60 x 5 x 20, ce qui représente 6 000 €. Donc, c'est 60 premiers hectares, mais toute l'exploitation est prise en compte. Bon, comme dans l'exemple, l'exploitation fait 100 hectares, les 100 hectares sont pris en compte, mais on limite à la surface de 60 pour le calcul du montant. Et il y avait la transparence GAEC qui s'appliquait à partir de 2020 jusqu'à 3 associés. Donc,
on multiplie le montant par le nombre d'associés. Donc le calendrier de mise en place, donc l'expérimentation a commencé en 2019 avec une année un peu qui a été particulière parce que le temps de mise en place a été rapide. Donc ça a été on va dire de octobre à décembre pour mettre en place tout le dispositif et faire les premiers audits. Mais ensuite, on va dire sur les années plus normales, les années suivantes, on était sur la réalisation d'audits entre le 1er septembre de l'année N et le 1er décembre. En sachant que les audits sont basés sur la campagne culturelle. Donc, on utilise le dossier PAC en cours de l'agriculteur et ensuite sur du déclaratif. Il y a pas de terrain qui est effectué sur l'exploitation pour évaluer l'exploitation sur ces différents enjeux. Et au niveau des paiements, c'est des paiements qui sont assez rapides parce qu'ils sont gérés directement par l'agence de l'eau. Donc, au 31 décembre de l'année de l'audit, 90% des agriculteurs avaient reçu leur paiement. Donc ça, c'était quand même un point positif, on va dire, pour les agriculteurs qui ont l'habitude que les paiements soient un peu plus lents à arriver. Comment les audits, ils se passaient sur une plateforme qui a été créée par Solagro, qui a travaillé du coup avec l'agence de l'eau à l'élaboration de la méthodologie et à la création de cette plateforme qui est sur Internet. Donc ça permettait aux agriculteurs de réaliser un pré-audit eux-mêmes s'ils avaient l'envie de voir ce que ça donnait sur leur exploitation, s'ils étaient éligibles et combien de points ça pouvait à combien de points ils arrivaient. Et ensuite, les structures auditrices réalisaient l'audit avec l'agriculteur pour vraiment, on va dire, affiner certains points. Pour les agriculteurs, il y avait du coup plusieurs critères d'éligibilité. En plus d'avoir les 16 points sur 30, il fallait quelques points, enfin quelques critères supplémentaires. Donc, être agriculteur, individuel ou sous forme sociétaire. Il fallait avoir 50% de la SAU dans le territoire ou dans les cas de territoire liés à des captages, avoir au moins une parcelle dans le zonage. Il fallait avoir un chargement animal maximal de 1,4 UGB par hectare de surface fourragère principale. Il n'y avait pas de minimum demandé. Ensuite, il fallait que les IFT des cultures de toute l'exploitation soient inférieurs aux IFT de référence, indice de fréquence de traitement, IFT. Donc voilà, si un IFT d'une culture était supérieur à l'IFT régional, eh ben, l'agriculteur n'était pas éligible. Et ensuite, pas de cumul possible avec toutes les aides bio, donc maintien ou conversion à l'agriculture biologique, et ni avec tout type de MAEC. Donc que ce soit les MAEC surfaciques, linéaires, ponctuels, ou des MAEC liés à la protection de races menacées ou MAEC apiculture. Donc, voilà, aucun cumul possible. Et ensuite, suite à la notification de l'Union européenne, au niveau de l'indicateur 1, l'agriculteur devait au moins avoir la note de 5, donc sur tout ce qui était rotation des cultures, présence de prairies. Donc il fallait qu'il ait la note minimale de 5 pour être éligible. Avant de passer au territoire du Gers amont, je vous présente rapidement un bilan général sur les 30 territoires. Donc, sur chacun des territoires, il y avait une structure animatrice. Donc, ça fait 30 structures animatrices. Il y avait 37 auditeurs qui avaient été formés par l'Agence de l'eau et par Solagro pour réaliser ces audits. 954 pré-audits réalisés. Et sur ces 954, il y a 903 PSE qui ont été attribués. Donc, ça représente 7 millions d'euros d'aide attribuée par l'Agence de l'eau par an. Pas depuis 2019, mais depuis 2020-2021. Au niveau de la SAU, on va dire engagée, ça représente 78 602 hectares, dont 33 000 hectares de prairies permanentes. Et après, plus de 10 000 km de haies et de lisières de bois
engagés et 2880 hectares de zones humides, prairies humides qui sont aussi engagés dans le PSE. Donc voilà, je vais faire un petit zoom maintenant sur le territoire Gers-Amont, qui est le territoire dont la DASEA avait l'animation du PSE. Donc c'est un territoire qui représente 36 000 hectares de SAU, avec 558 exploitations qui avaient 50% ou plus de leur SAU dans le territoire, donc qui étaient potentiellement éligibles à ce dispositif. Et c'est un territoire qui est plutôt lié à la polyculture élevage, avec de nombreuses zones humides, de nombreuses prairies. Donc ça rentrait dans les différents critères de sélection de l'Agence de l'eau. Sur ce territoire, côté Adasea, on a pas mal de missions qui sont en place. Donc le territoire, c'est ce qu'on a délimité en rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est, on va dire, le sud-est du département du Gers, à la limite entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Et il y a un petit bout du territoire qui dépassait dans les Hautes-Pyrénées. Donc sur le territoire, il y a un site Natura 2000 qui est Vallée et Coteaux de la Loze, qui était animé par la DASEA du Gers et qui est animé par la DASEA du Gers depuis 2005, avec des enjeux autour des milieux agro-pastoraux et donc des espèces qui y sont liées, et un objectif de maintien de ces milieux agro-pastoraux par le maintien de l'élevage extensif et du réseau bocager qui est présent. On est également on est également cellule d'assistance technique aux zones humides sur le territoire. Donc il y a plusieurs territoires de la 4ZH sur ce territoire Gers-Amont. Donc il y a déjà du conseil qui est apporté aux agriculteurs sur la gestion des milieux humides, que ce soit prairies humides, prairies inondables, mares. Et enfin, on est, comme je disais au début, porteur de plusieurs PAEC sur le territoire. Donc il y en a 3 qui sont en 3 couleurs différentes sur ce territoire Gers-Amont. Donc depuis 2005, en sachant qu'il y avait déjà d'autres mesures, enfin d'autres outils agro-environnementaux qui étaient en place sur le territoire depuis plusieurs années avant les MEEC. PAEC, c'est Programme agro-environnementaux et climatiques. Je ne sais pas si je l'avais dit. Donc, au niveau des résultats sur Gers-Amont, on est à 49 exploitations qui ont obtenu un PSE, en sachant qu'il y a déjà 109, enfin, on va dire une grosse centaine d'exploitations qui sont déjà engagées en MAEC sur le territoire. Donc, c'était le fait qu'il n'y ait pas de cumul possible entre les deux, donc ça a limité aussi l'engagement des PSE. Donc pour un montant moyen de 6 257 €, les montants ils vont entre 500 €, qui est le minimum, et 11 000 € sur ce territoire. Plus de 200 000 € engagés par an sur le territoire, avec une SAU donc engagée de 3 150 hectares et 2 200 hectares de prairies. Donc on voit que c'est quand même un territoire avec beaucoup de prairies, parce que les 2/3 du territoire sont en prairie sur ce qui a été engagé. Ensuite, 200 km de haies, 200 km de lisières qui ont été cartographiées et donc engagées dans le dispositif PSE, et 19 mares et 53 hectares de prairies humides. Un petit retour sur chacun des 3 indicateurs. Donc l'indicateur 1 qui est la longueur des rotations, le couvert des prairies. Donc on a une note moyenne sur le territoire qui est de 9,4, donc qui est surtout liée à la polyculture élevage, donc aux rotations des cultures, aux prairies. On a assez peu de couverts qui ont été inscrits dans le PSE, enfin peu d'agriculteurs qui réalisent des couverts sur ce territoire-là. Ensuite, au niveau de l'indicateur 2, extensification des pratiques, donc on a une note de 7,8 qui est la note moyenne aussi du territoire de la Haute-Garonne.
plutôt tourné autour de peu de fertilisation sur les prairies. Après, sur la réduction des produits phytosanitaires, on va dire que ça dépendait vraiment des cultures et des agriculteurs, de leurs pratiques, mais je pense qu'il y avait enfin, dans l'ensemble, ça a rapporté peu de points au niveau de la réduction des produits phytosanitaires. Et enfin, l'indicateur 3, qui est la présence d'infrastructures agroécologiques. Donc là, on a une note de 6,2, qui est un peu plus basse que la moyenne du bassin. Les points sont surtout liés sur ce territoire à la présence de mares. Donc il y avait de nombreuses mares qui ont été cartographiées et qui ont pu rapporter des points. Et ensuite, bon, un petit peu tout ce qui est linéaire de haies, de lisières de bois, et quelques points liés aux prairies humides. Une petite comparaison avec les MAEC qui sont présentes sur le territoire. Donc les PSE, c'est un dispositif à l'échelle de l'exploitation. Au niveau des MAEC, on a des mesures qui sont localisées. Donc ça peut être des mesures à la parcelle, à la haie, à une mare. Mais il y a également certaines MAEC qui sont réalisées à l'échelle de l'exploitation. Donc on va dire un peu plus de souplesse au niveau des MAEC. Pour ce qui est de la durée des dispositifs, donc le PSE, c'est vraiment un dispositif expérimental qui a été mis en place de 2019 à 2022. On attend d'avoir plus d'informations sur la suite de l'expérimentation après la mise en place de la prochaine PAC. Sur les MAEC, on est sur des engagements de 5 ans qui sont renouvelables suivant les différentes programmations mises en place sur le territoire. Sur le territoire Gersamont, les MAEC, les mesures agro-environnementales ont commencé en 2007 et on travaille actuellement pour que ça continue jusqu'en 2025. Donc, on va dire un dispositif qui est sur une durée plus longue. Et ensuite, au niveau du plafond, donc sur les MAEC, on a un plafond à 7 600 € avec une transparence GAEC. Au niveau du PSE, toujours la transparence GAEC, mais on a un plafond de 60 hectares, ce qui peut représenter au maximum 9 000 € par an si l'agriculteur obtient 30 points sur 60 hectares. Ensuite, on a un audit annuel qui est réalisé pour le PSE. Donc, la note peut être évolutive chaque année. Ça prend vraiment en compte les pratiques de l'agriculteur chaque année. Donc, il peut augmenter ou diminuer sur une année. Ensuite, comme je disais, pas de visite des parcelles pour le PSE, sauf pour les prairies humides, où la cellule d'assistance technique aux zones humides a fait une visite terrain post-engagement pour vérifier le caractère humide de la prairie, si les prairies n'étaient pas connues de la cellule d'assistance technique aux zones humides. Alors que dans les PSE, on est plutôt sur des visites de parcelles avant la contractualisation, pour réaliser un diagnostic d'exploitation et vraiment cibler certains enjeux spécifiques, notamment je pense sur les sites Natura 2000, on peut avoir des MAEC pour faire des retards de fauche par rapport à certaines espèces. Donc voilà, ça c'est une chose qui n'est pas du tout prise en compte dans le PSE. C'est vraiment, on va dire, un dispositif qui prend en compte les enjeux globaux, pas d'enjeux spécifiques à une espèce ou à une pratique bien particulière. Et au niveau des objectifs, c'est un objectif de changement de pratique et de maintien des pratiques pour les MAEC, avec certaines MAEC qui demandent une obligation de résultat, tandis que les PSE sont plutôt sur un maintien des pratiques. C'est vraiment les pratiques qui sont réalisées par l'agriculteur, les pratiques qui sont déjà réalisées par l'agriculteur qui sont récompensées. Au niveau des engagements, il y a quelques engagements en fait, qui sont liés à tout ce qui est infrastructure agroécologique. Donc, c'est quelques bonnes pratiques de gestion, on va dire, sur toutes ces mares, ces prairies humides
Et c'est donc sur les prairies humides. Donc, comme je vous l'ai dit, si la prairie humide n'est pas connue de la cellule d'assistance technique aux zones humides, il y a un passage pour vérifier le caractère humide et pour apporter des conseils de gestion sur la prairie humide. Mais sinon, après, c'est on va dire des engagements de pas de retournement, pas de fertilisation, pas de traitement phytosanitaire sur la prairie. Essayer d'ajuster la pression de pâturage en fonction des moments d'engorgement de la parcelle. Donc, voilà. On va dire plutôt des bonnes pratiques, mais plutôt logiques sur ces prairies humides. Ensuite, pareil pour les mares, donc plutôt des bonnes pratiques de gestion à respecter, pas de visite de la cellule d'assistance technique aux zones humides, donc c'est vraiment sur les dires de l'agriculteur. Donc voilà, quelques exemples de pratiques qui étaient mentionnées dans l'engagement des agriculteurs: éviter le piétinement par le bétail, maintenir une zone tampon, intervention mécanique plutôt à l'automne. Et enfin, pour tout ce qui est haies, donc les agriculteurs qui avaient des points par rapport aux haies, non, je vais commencer dans l'autre sens, les agriculteurs qui n'avaient pas de points par rapport aux haies, parce qu'ils n'avaient pas assez de haies sur leur exploitation, devaient quand même respecter ces grands engagements, donc des coupes nettes et franches, pas de coupe à blanc. Donc toutes ces pratiques, ça correspond au niveau 1 du label haies. Et ensuite, pour les agriculteurs qui obtenaient des points par rapport aux haies, ça évolue chaque année. Donc, l'année dernière, ils devaient suivre une réunion d'information du label haies pour comprendre ce que c'était ce label haies, avoir une première présentation. Le label haies, c'est porté par la fac. Et ça se met en place ils essayent de développer ce label haies. Et depuis cette année, en 2022, les agriculteurs qui ont des points sur les haies doivent faire le choix de s'engager dans le label haies d'ici 2 ans. Donc ça correspond à une labellisation, à un plan de gestion à suivre ensuite. Ou s'ils ne veulent pas s'engager dans ce label haies, ils doivent renoncer au poids, au nombre de points qu'ils ont eu dans le label, au nombre de points qu'ils ont eu dans le PSE. Donc, s'ils avaient, je ne sais pas, un montant par exemple, de 1 000 € lié au haies dans le PSE, ils ont le choix s'ils ne veulent pas s'engager dans le label haies, ils ont le choix de renoncer à ces 1 000 € pour ne pas avoir à s'engager dans le label haies. On va voir comment ça se passe cette année. Je pense que ça va être assez compliqué au niveau des engagements dans le label haies, en sachant que ce n'est pas très clair ce qu'il y a ensuite à faire, donc à suivre. Et pour finir, il y a eu une première évaluation des PSE, en cours, donc on va dire une évaluation à chaud auprès des agriculteurs. Donc 90% des agriculteurs, ils perçoivent le dispositif comme une reconnaissance financière et sociale, et qui est une reconnaissance pour eux qui n'existait pas au travers d'autres dispositifs. 70% des agriculteurs, ils reconnaissent que ça les pousse à améliorer leur performance environnementale sur l'exploitation, à essayer de progresser chaque année. Et que l'Agence de l'eau et les agriculteurs pensent que c'est un dispositif avec un rapport coût-efficacité assez important. Donc, une bonne efficacité pour un bon coût pour les agriculteurs et un faible coût pour l'Agence de l'eau. Et pour terminer, sur les perspectives du dispositif, donc l'Agence de l'eau est en train de réfléchir à poursuivre ce dispositif de PSE en l'adaptant par rapport à la nouvelle PAC. Il va y avoir une évaluation au bout des 5 ans d'engagement des agriculteurs pour voir ce qu'ils en pensent. Finalement, une évaluation à froid. Et l'Agence de l'eau va également travailler sur de nouveaux PSE, voir comment ils peuvent adapter les PSE à d'autres milieux, donc que ce soit par rapport à la forêt ou des choses comme ça.
Moi, j'en ai terminé. Je terminerai juste en disant que bon, c'est un premier pas pour rémunérer les agriculteurs qui font des choses en faveur de la transition agroécologique, si on peut dire ça comme ça, mais c'est aussi un dispositif où les agriculteurs qui avaient des bonnes pratiques sur 2 critères peuvent être éligibles, alors que le 3e critère n'est pas forcément très bien respecté, très bien noté sur ce dispositif-là. Ensuite, nous, sur le territoire Gers-Amont, au niveau des agriculteurs non éligibles la première année, je n'ai pas l'impression que ça les ait vraiment incités à essayer de rentrer dans le PSE les années suivantes. Donc voilà, ça a été pourtant remonté au niveau du bassin Adour-Garonne, mais nous, sur le territoire Gers-Amont, je n'ai pas l'impression que qu'ils aient cherché vraiment à pouvoir rentrer dans ce dispositif-là, qui sont restés sur leur système de production tel qu'il était. Et pareil pour les agriculteurs engagés en PSE, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup d'évolution vers le haut de leurs notes. Bon, quelques points peut-être par-ci par-là, mais qui ne sont pas forcément liés à vouloir faire mieux, mais plutôt à leur pratique sur l'exploitation. Et donc voilà. Et un dernier point, c'est que le dispositif est vraiment adapté au territoire polyculture-élevage. Donc comme le territoire Gers-Amont correspondait à peu près à ce dispositif-là. Côté Adasea, on était aussi auditrice sur 2 autres territoires dans le Gers, donc sur le Midour et sur le site de la Gélise. Donc il y a Marine Font qui pourra aussi peut-être apporter quelques éléments, mais sur ces 2 autres territoires, le nombre d'engagements a été moins important parce qu'on est plutôt sur des territoires de grande culture et avec de la vigne notamment qui était rapidement préjudiciable à l'éligibilité du PSE. Donc voilà, c'était pour vous faire ce petit retour. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous ai mis le lien vers le site de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur les PSE et le contact de Nathalie Marty qui est en charge du PSE à l'Agence de l'eau. Merci beaucoup, Hugo. De toute façon, on vous enverra les présentations, vous aurez tous les contacts. Du coup, on vous enverra un mail en suivant. Est-ce que vous avez des questions, du coup, pour Hugo sur cette présentation complète et complexe? Oui. Alors, Vincent, il n'a pas de micro, nous dit PSE Forêt en réflexion au ministère de l'Écologie ou en DREAL ou en Agence de l'eau Adour-Garonne pour une interrogation. Est-ce que vous savez s'il y a des PSE en lien avec la forêt qui sont en cours de réflexion? Donc nous, c'est l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui nous en a parlé, mais je pense que c'est en lien avec les DREAL et le ministère de l'Écologie. Après, je n'ai pas plus d'infos là-dessus. D'accord, merci. Fabien? Oui, j'avais une question, mais comme je ne maîtrise pas bien les dispositifs d'aide agricole, je ne suis pas sûr de bien la formuler, mais donc, comme ce n'est pas cumulatif avec les aides MAEC ou les aides bio, donc ça donne un peu une impression de concurrence. Et du coup, est-ce que, je me disais, est-ce que ce n'est pas préjudiciable au développement du bio, par exemple, si les agriculteurs se disent que peut-être sur l'utilisation des phytos, les PSE, c'est moins exigeant et peut-être ça rapporte autant. Enfin, bon, ça, je ne sais pas sur les niveaux d'aide, mais voilà. Enfin, du coup, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait un peu cette concurrence. Enfin, je comprends qu'il n'y ait pas de cumul, mais de notre côté, si ça n'incite pas au passage au bio et donc à la réduction forte des phytos, voilà. Bon, c'était un peu ma question, mal formulée, mais peut-être vous voyez l'idée. Oui, en fait, le fait de ne pas pouvoir cumuler, ça a vraiment été c'est l'Europe qui a décidé que ça serait comme ça et on n'a pas. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions apparemment entre l'Agence de l'eau et le ministère pour pouvoir faire accepter un cumul de ces deux, mais c'est vraiment l'Europe qui a coincé là-dessus, qui n'a pas voulu de cumul. Et ensuite, par rapport on va dire en fait, c'est vraiment ceux qui touchent les aides. CAB et MAB, enfin, conversion et maintien en agriculture biologique. Après, les gens qui sont en agriculture biologique mais qui ne touchent pas d'aide peuvent, eux, rentrer dans le dispositif PSE. D'accord. Merci.
Merci. Angélique? Oui, merci pour la présentation. J'ai bien aimé moi, le petit comparatif PSE, MEC. Le petit élément qui me manquait, c'était le côté complexité de mise en œuvre pour la structure qui organise un peu tout ça. Est-ce que c'est aussi casse-tête que les PAEC ou c'est un peu plus souple quand même? Alors, non, enfin, la première année, on va dire, a été très intense parce qu'on a eu deux mois pour comprendre ce que c'était le dispositif et faire les audits. Mais ensuite, les années suivantes, c'était enfin, plus facile. Je ne sais pas si c'est aussi plus simple quand même, parce que c'était à peu près les mêmes règles. La plateforme qu'a mis en place Solagro est très bien faite et ça nous permet de remplir toutes les informations qui sont nécessaires pour l'obtention du PSE. Après, ça demande la présence de l'agriculteur pour avoir toutes les informations nécessaires. Mais en temps passé, c'est quand même, je pense, plus rapide que les MEC. Ouais. Et déjà, il n'y a pas, enfin, c'est que sur du déclaratif, il n'y a pas de terrain à effectuer. Donc, ça aussi, niveau temps pour la structure, ça fait gagner du temps. Et sur cet aspect-là, le fait de ne pas aller sur place, est-ce que c'est pas... Nous, enfin, sur le territoire, là, c'était quand même beaucoup du coup d'exploitations qu'on connaissait via d'autres missions. Après, on a quand même eu quelques agriculteurs qu'on ne connaissait pas, mais après, ouais, c'est vraiment que sur leur dire, sur leur déclaration PAC. Et après, il y a quand même quelques contrôles qui sont effectués, comme c'est un financement public, quelques contrôles qui sont effectués sur un certain nombre d'exploitations chaque année. Ok. Merci Hugo. Julien? Oui, bonjour, merci Hugo pour ta présentation. Juste une petite question, du coup, si j'ai bien compris et bien suivi, les territoires ont été choisis en partie parce qu'il y avait déjà une animation territoriale en place, notamment la tienne, celle de la chargée de mission Natura 2000. Et du coup, selon toi, est-ce que tu vois une réelle amélioration de l'état de conservation, par exemple, des habitats ou des espèces sur le site? Et au niveau, alors ça c'est la première question, et du coup ça amène la deuxième sur l'animation. Tu as réalisé l'animation de ce PSE dans le cadre de l'animation Natura 2000? Alors, la première question, au niveau des enjeux, on va dire Natura, comme le PSE, il n'est pas vraiment ciblé sur des milieux et des espèces, et que les agriculteurs peuvent avoir après la gestion qu'ils veulent sur leur parcelle. Je ne sais pas s'il y a un réel bénéfice pour les enjeux Natura. Après, voilà, plus sur des enjeux, on va dire, globaux, la biodiversité en général, la qualité de l'eau, peut-être que là, il y a des résultats qui seraient plus meilleurs. Et sur la deuxième question, non, c'est sur Natura 2000, mais c'est surtout la cellule d'assistance technique aux zones humides, du coup, qui a animé le dispositif au niveau de la DASEA. Donc, ça passait par le financement de la cellule d'assistance technique aux zones humides, qui est aussi liée à l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc, c'était plus là-dessus, le temps d'animation du dispositif. Et ensuite, les auditeurs, en fait, on était payés par l'agence de l'eau à Dour-Garonne. On avait un montant par audit réalisé. Ok, merci. Du coup, si, c'est surtout sur des enjeux hauts, si j'ai bien compris. Je pense ces que PSE, les effets attendus et qui pourraient être mesurables sont plutôt liés aux enjeux hauts. Ouais. D'accord. Et Julien, du coup, je le précisais tout à l'heure en début de présentation, je crois que tu n'étais pas encore arrivé. Il y a des expérimentations qui sont faites du coup sur des territoires qui ressemblent peut-être un peu plus au tien, quoique encore, mais en tout cas côté XLR, sur la communauté de communes du Pic Saint-Loup. Et c'est suivi par Emma Lapic notamment. Et bon, il y a peut-être d'autres territoires. Je vois que Camille, elle lève la main. Je pense que c'est peut-être testé aussi sur le syndicat mixte du bassin de Thau, mais je Ouais, j'en suis juste pas à sûre. côté de chez nous, il y a Perpignan Méditerranée aussi qui est en place sur la vallée de la Glie. Ouais. Oui, voilà. Mais par contre, du coup, l'expérimentation a commencé plus tard, si j'ai bien compris. Et du coup, il y a moins encore de retours d'expérience dessus. Et puis, de toute façon,
voilà, Emma n'était pas disponible aujourd'hui, mais je pense que voilà, ça peut valoir le coup aussi de refaire un point avec ses autres expériences, on va dire. Mais je sais pas si c'est le même contexte en MIDIPI, mais en fait, les PSE, chez nous, ils avaient été aussi mis en place pour compenser un peu les années de transition MAEC-PAEC. Et là, je sais que les agriculteurs qui souhaiteraient s'engager dans des MAEC et qui sont actuellement engagés en PSE ont la possibilité de se désengager des PSE pour passer en MAEC, dans la mesure où on considère que les MAEC ont plus de bénéfices sur les territoires que les PSE, quoi. Je sais pas si c'est la même chose côté MIDIPI. Non, parce que nous, enfin, dans le Gers, on avait des MAEC qui étaient toujours en place, enfin, un PEC en place jusqu'en 2019 et en 2020 aussi. Et comme ça a été enfin, le dispositif PSE a commencé en 2019, ça a été, en fait, voilà, comme le disait, je sais plus, j'ai perdu le nom de la personne qui l'a dit avant, mais c'était rentrer un peu en concurrence les deux dispositifs. Et du coup, Camille, je vais te laisser intervenir et ensuite, je te propose qu'on passe à ta présentation au vu du timing. Ce sera une transition sauf s'il y a d'autres parfaite. questions, mais je voulais juste rebondir sur les derniers échanges. S'il y a d'autres questions, évidemment, on les prend avant que j'enchaîne sur la présentation. Nous, sur le territoire de Thau, on a aussi un PSE qui a été monté, élaboré, lancé avec un pilotage de l'agglomération de Sète, parce qu'il me semble que ça avait été une des conditions fixées par l'agence de l'eau RMC, qui est un portage par une entité type plutôt EPSI. Donc, on avait accompagné en tant que syndicat mixte la candidature et puis on suit la démarche, mais on ne la pilote pas. Et la différence que j'ai pu voir même de loin, c'était que les secteurs, ils sont encore assez localisés. Les secteurs où on peut lancer du PSE, l'agence de l'eau, elle les a fixés sur notre territoire. Globalement, elle voulait qu'il y ait des enjeux eau qui soient traités, que ce soit à qualité surtout. Donc, on a un BV d'un cours d'eau qui a été détouré et puis une zone d'affleurement de nappe aussi qui a été de la même manière très ciblée par l'agence. Et elle a demandé à l'agglomération de Sète de travailler avec les acteurs de ces périmètres-là. Donc, en fait, la différence, elle est celle-là, c'est que du coup, il n'y a pas l'entrée biodiversité pure, c'est quand même une entrée eau, mais on reste toujours sur des surfaces restreintes. C'est-à-dire que les MAE, il faut justifier pourquoi est-ce qu'on dépose un PAEC sur ce périmètre-là, il faut justifier des enjeux de biodiversité ou eau, ou pareil, comment, et on passe du temps à fixer ce type d'argumentaire-là. Mais des fois, il y a des secteurs qui ne bénéficient pas de périmètre de protection ou d'aires d'alimentation de captage. Et pourtant, il y a des pratiques agricoles qui sont présentes et qui sont parfois, des fois, un peu, en tout cas, à accompagner. Et on ne peut pas y aller. Et c'est pareil pour les MAE. À chaque fois, on est restreint sur des périmètres. Et c'est un peu la critique que je fais, moi, ce style de dispositif, c'est qu'on ne peut pas aller voir tout le monde. Et il y a des secteurs où on en a grandement besoin, on a du mal à le justifier. Enfin, voilà. Et ensuite, sur tout à l'heure, ta question, Julien, de comment est-ce qu'ils ont pu élaborer la candidature et sur quel type de fonds, en fait, à l'agglomération de Sète, ils ont pris une prestation de la DASEA pour élaborer le dossier. Et ensuite, ils ont fait financer le poste dans le cadre du dispositif PSE. Donc, ils n'ont pas fait ça à fonds propres. Finalement, ils ont réussi à trouver des fonds pour la prestation et après l'animation du poste grâce au dispositif PSE une fois qu'il a été labellisé. Voilà pour les petits compléments. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je continue. Je vois qu'Angélique avait levé la main. Je ne sais pas si tu ne l'as pas baissée depuis tout à l'heure, Angélique, ou si tu l'as relevée depuis. Et juste en attendant, je vois le commentaire du coup en lien avec le dispositif qui a été mis en œuvre par le laboratoire Fabre du coup à Avène. Alors c'est un dispositif de PSE, mais si je ne me trompe pas, la différence est que c'est pas l'agence de l'eau qui rémunère en fait, c'est les laboratoires Avène. Donc c'est des PSE privés. C'est du coup les bénéficiaires directs du fait que le milieu soit bien entretenu. Qui acceptent de rémunérer du coup les agriculteurs ou les forestiers là localement. Il me semblait que c'était aussi en lien avec la forêt pour conserver la qualité du milieu et de l'eau qu'ils utilisent pour faire leurs produits Avène. Donc il y a les deux types de dispositifs effectivement PSE privé et PSE rémunéré par un fonds public, notamment l'agence de l'eau qui a lancé les tests.
Voilà. Angélique, du coup, ah non, tu as baissé la main, c'est ça? Oui, Eh désolée, ben, c'était un oubli. pas de souci. Ben, Camille, du coup, je te laisse enchaîner et partager ta présentation. Et c'est à toi. Allez, j'y vais. Sauf si tu préfères que je la partage, mais je pense que le plus simple, c'est peut-être que tu fasses défiler à ton rythme. Ouais, et j'essaie de lancer le partage. Ah, j'avais une question aussi à Hugo en attendant que je trouve le moyen de partager mon écran. Est-ce que tu t'es appuyé sur l'Observatoire agricole de la biodiversité pour éventuellement mettre en place des bioindicateurs du suivi des changements de pratique en fin de compte? Un moyen de doser, d'évaluer l'impact de ton programme, de tes différents programmes, même sur les habitats, sur les espèces. Enfin, comment à qualifier vraiment, évaluer de manière qualitative ces dispositifs. Non, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé. En fait, pour l'instant, nous, on n'a pas trop évalué, on va dire, le dispositif, ce dispositif-là sur les exploitations vraiment et sur on va dire, les effets que ça donne. Et pour d'autres missions, non, on n'a pas utilisé enfin, on n'utilise pas d'indicateur de l'observatoire. Mais c'est vrai que ça pourrait être une idée à prendre quelques indicateurs. Et ils sont pas. Alors à la base, je crois que ce dispositif, il avait été monté pour les agriculteurs, mais je trouve un petit peu technique. Et je sais que l'animatrice de l'aglo qui pilote les PSE, elle va essayer de mettre en place quelques-uns de ces indicateurs. Il y en a sur les chauves-souris, les pollinisateurs, les vers de terre, les papillons. Il y a un peu le choix. Et c'est des placettes expérimentales qu'il faut aller suivre régulièrement. Et elle, c'était un moyen, quelque part, de justement garder du contact avec le terrain, puisque les PSE, on en a peu, des contacts avec le terrain. Et puis, en même temps, essayer de trouver un moyen d'évaluer qualitativement, finalement, l'impact du dispositif. Mais je n'ai pas de recul par rapport à ce qu'elle a lancé, quel retour elle a. Ce serait intéressant de suivre ça. Et puis, c'est ce qu'il y a d'autres opérateurs de PSE qui ont essayé d'aller fouiner sur ce type d'indicateur et qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, j'ai à mon écran, moi, est-ce que vous voyez une présentation? Non, alors effectivement, tu partages bien ton écran, mais on voit l'ensemble de tes dossiers, en fait. Si tu veux, je peux essayer de faire le partage. Je l'ai à l'écran, moi. Tu me diras de passer les diapos éventuellement si... Ouais, vas-y, parce que je ne comprends pas pourquoi ça passe pas. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, donc je suis Camille Fleyer, chargée de mission de diversité au syndicat mixte du Bassin d'Eau et j'anime entre autres plusieurs sites Natura 2000 sur le territoire d'action du syndicat. Donc, c'est la carte que tu avais juste après. Je vous ferai un petit rappel rapide du contexte du territoire sur lequel je travaille. Donc, on a la diapo d'après, Julie. Oui, alors ça ne marche pas. J'appuie, mais ça... Ah si, voilà, je clique, c'est bon, c'est mieux. C'est bon? Voilà, donc le syndicat mixte du Bassin d'Eau, il agit donc sur le territoire de l'Hérault, donc sur la bordure littorale méditerranéenne, et on a une 25 communes finalement qui concernent le périmètre d'action du syndicat, et on est globalement situé entre deux cœurs urbains qui sont Montpellier au nord et Béziers au sud. Et on a donc la lagune de Thau qui est au centre de beaucoup de notre attention. Tu peux passer la suivante. Donc, le syndicat a été créé en 2005 à la demande de l'État pour arriver à maintenir un milieu lagunaire de qualité qui permette la culture du coquillage de manière saine et sereine. Donc, pour mener à bien cette mission-là confiée par l'État, il a fallu donc s'organiser pour mettre en place ce qu'on appelait à l'époque la gestion intégrée des zones côtières. Donc, vous avez sur la carte finalement différents périmètres des outils de planification qui sont gérés depuis par la structure, avec le SAGE, évidemment, qui permet d'agir sur le volet eau, que ce soit ressources ou qualité. Le SCOT, qui permet de pouvoir accompagner l'aménagement du territoire à une échelle longue, donc planifier au mieux l'organisation du territoire et de ses activités pour qu'elle n'impacte pas le patrimoine naturel, on va dire globalement.
Ici, les contours violets, vous voyez les 2 sites Natura, en fait, qui en sont 3, qui sont animés par le syndicat, donc la Lagune, en ZPS et ZSC, et puis au-dessus, une plaine agricole, Villeveyrac-Montagnac, et c'est celle que je vais vous détailler ensuite. Et donc, pour mener à bien toutes ces actions, on va dire, de gestion environnementale globalement sur le territoire, on a une politique contractuelle qui est assez historique, avec des contrats d'étang qui sont devenus des contrats de gestion intégrés du territoire et puis ensuite de transition écologique. Ils changent de nom tous les 6 ans. Mais globalement, l'objectif, c'est d'arriver à être un peu chef de file, chef d'orchestre de toutes les actions environnementales qui sont menées par tous les partenaires techniques du territoire et appuyées par des partenaires financiers qui peuvent se positionner et avoir une vision un peu d'ensemble et dans la durée sur les objectifs que suit le territoire pour arriver à améliorer la qualité environnementale. Donc ici, je vous les ai énumérés justement au sein de notre équipe. Donc on n'est pas une grosse équipe, on est 17 agents, je crois, aujourd'hui. Donc on a les compétences historiques qui sont donc, en haut, le SCOT, le SAGE, Natura 2000. Ensuite, on travaille depuis sur la gestion des inondations. Un programme FEAMP DLAL qui concerne, on va dire, l'accompagnement de la pêche et les cultures marines, puisque c'est quand même une vocation très forte de notre territoire. Et plus récemment, donc, un PAT, donc un projet alimentaire territorial qu'on a lancé l'année dernière. Un laboratoire d'innovation aussi qui accompagne tous les projets environnementaux et innovants du territoire. Et un observatoire, le ROL, le réseau d'observation lagunaire, qui permet d'avoir une vision un peu claire et d'ensemble de toutes les données et de tous les projets qui sont mis en place sur notre territoire. Parce qu'on est un bac à sable pour beaucoup d'expérimentation et qu'il faut arriver à tout suivre et puis garder trace de toute cette richesse et connaissances. Voilà, et tout ça est donc géré et piloté par des contrats avec pas que nos projets, mais tous ceux aussi des autres partenaires publics, communes et EPCI. Donc sur le sujet et l'action sur les aires protégées du territoire, ici vous avez globalement les périmètres qui sont concernés par des aires de protection en HUREX, que ce soit Natura 2000, avec parfois la gestion foncière sur les terrains du concertin du littoral, une réserve qui est celle du Bagnas, qui fait partie aussi du périmètre de l'EPTB. Et donc voilà, un territoire assez fortement couvert par des aires de protection, donc c'est une dimension importante qu'on essaye de bien couvrir, quoi. Et vous voyez justement tout à l'heure ce que je disais sur la partie sud du territoire, sud-ouest plutôt, vous voyez qu'il y a une sorte de no man's land, il n'y a pas de périmètre de protection, on va dire, avec l'entrée environnementale, quoi, enfin biodiversité. Et donc sur ces territoires-là, Pinet, Pomerol, voilà, là où Tata sourit, on n'arrive pas à monter des actions aux agriculteurs alors qu'on a beaucoup de nos cours d'eau et une grosse plaine agricole sur ce territoire-là. Et aujourd'hui, tous les dispositifs qui sont proposés, que ce soit MAE ou PSE, se recentrent sur toujours les mêmes secteurs. Donc voilà, ça permet d'illustrer un peu tout à l'heure mon propos. Alors rapidement, pour continuer le contexte, je vous présente le site Natura, donc la ZPS Villeveyrac-Montagnac, donc qui est un petit site, 5500 hectares, par rapport à parfois les surfaces d'homologues Natura, ça peut paraître petit. Il y a donc 5 communes qui sont concernées et couvertes par ce site-là, qui est donc une ZPS avec des enjeux forts oiseaux. Vous avez ici la liste, je ne vous la refais pas, mais de tous les oiseaux qu'on peut retrouver et qui ont justifié la désignation du site. Donc 14 espèces d'oiseaux communautaires avec des enjeux très forts et des espèces soumises à PNA comme la pie-grièche, enfin la feu pie-grièche à poitrine rose, parce qu'on ne la trouve plus maintenant, le faucon cresserellette et puis l'outard, donc qui sont présentes sur différents types de milieux, mais au sein de ce périmètre-là. Tu peux passer à la suivante, je ne sais plus. Voilà. Là, c'était une manière de vous présenter on va dire l'occupation du sol sur le territoire, comment est-ce que les milieux sont répartis sur ce site. Vous voyez, en gros, toute la coloration orange, pardon, c'est les vignes. Donc, on a un territoire qui est essentiellement agricole et viticole. On a 40% de la surface du site qui est couverte par l'agriculture et essentiellement viticulture. On voit bien ici. Après, toutes les parties qui sont un peu plus jaunes, ça va être des friches ou prairies. On a beaucoup aussi de secteurs comme ça, prairiaux. Et puis après, les déclinaisons de vert, ça va être de la garrigue ou quelques taches de forêt type pin. Et on a des villages qui sont inclus dans ce périmètre. L'originalité aussi du site, c'est qu'on a le faucon cresserellette justement qui niche sous les rives des toits des villages.
Donc ils sont aussi inclus. Hein. On a Saint-Prost-de-Mauchien, là, sur ta souris, qui est donc le village qui a accueilli les premières colonies de faucons cresserelles spontanées au début des années 2000. Et aujourd'hui, donc, on a sur ce secteur-là, rien que sur ces communes, 30% de l'effectif national de faucons cresserelles, donc qui était quasiment disparu dans les années 80, qui niche tous les ans sur ces toits, dans ces communes, et puis qui va chasser sur les plaines et les garrigues alentours. Donc les objectifs de conservation, ils sont globalement tournés vers arriver à préserver ce patrimoine paysager, puis le maintenir diversifié pour offrir et des zones de nidification aux oiseaux, et puis évidemment des zones ouvertes de chasse, puisqu'on a beaucoup d'oiseaux qui sont donc insectivores, donc il faut qu'ils puissent trouver leurs ressources alimentaires à proximité. Et pour tout ça, puisqu'on a un site qui est quand même très agricole, et ben on doit travailler avec la profession agricole pour maintenir cette diversité de paysages, améliorer les pratiques pour avoir une ressource alimentaire toujours plus présente. Voilà, globalement pour le contexte. Ensuite, justement, les actions qui ont pu être mises en place sur ce site qui concernent globalement l'agroécologie. Donc, on a eu tout à l'heure, on en a parlé sur le site Natura 2000, toute une politique contractuelle, que ce soit avec les MAEC et la dernière programmation de 2016-2017, pour nous en tout cas, où il y a eu des contrats avec un enjeu biodiversité et eau qui avait été fixé. On avait un PAEC vraiment gros, multi-enjeux et multi-sites, dont la Chambre était opératrice. Nous, on était un site d'intérêt prioritaire au sein de ce gros PAEC. Et ce qui était proposé donc, à l'époque, c'était beaucoup des MAE qui portaient sur les herbicides, donc réduction d'herbicides avec les viticulteurs, et l'obligation de devoir combiner cet engagement avec celui de gestion des infrastructures agroécologiques. C'était un peu, on va dire, l'originalité de ces contrats, c'était de lier les deux pour commencer à travailler de manière plus profonde avec les agriculteurs sur ces concepts d'IAE. Donc, en gros, on a une vingtaine d'agriculteurs qui ont été engagés, plus de viticulteurs, 16 viticulteurs, et puis deux éleveurs, parce qu'on a des activités d'élevage, mais qui sont vraiment à la marge par rapport aux autres activités de viticulture. Les PSE, donc, ils ont été déployés. Assez vite. Les PSE, on a eu donc une partie du site Natura qui a été couvert justement par un petit périmètre PSE, donc le bassin versant du Palace. Le Palace, c'est un cours d'eau qui traverse le site Natura 2000, et donc son bassin versant, il est compris, il est au sein du périmètre Natura 2000. Donc la plupart des agriculteurs qui étaient en MAE sont partis dans le programme PSE. Donc, ils ont 34, je crois, au final, agriculteurs qui ont rejoint le dispositif. Ils ont contractualisé la première fois en 2021. Donc, ça reste très récent. Et en plus, il y a eu un changement d'animateur là, depuis cet été. Donc, tout ça se met encore en place, je dirais, et manque un peu de recul. Mais en tout cas, c'était intéressant de pouvoir expérimenter le dispositif et de pouvoir avoir toujours une animation agro-environnementale, on va dire, sur le territoire, jusqu'à la prochaine programmation donc, du PAEC, qu'il va falloir déposer très rapidement pour poursuivre encore 5 années de contractualisation avec la profession agricole. L'objectif pour nous, ce sera d'aller justement chercher des nouveaux agriculteurs, puisqu'on ne va pas réengager les anciens qui sont partis avec les PSE. Donc, un nouveau challenge pour engager d'autres profils pas encore familiarisés avec ce dispositif. Et un exemple finalement de programme, de dispositif qui a permis de maintenir un lien avec les agriculteurs en attendant la prochaine programmation du PAC là, qui arrive aujourd'hui. Donc, entre 2017 et puis 2021, il n'y avait pas vraiment d'animation agro-environnementale parce que ça manquait un peu de matière. Donc, on s'est rapproché d'un dispositif qui est proposé dans l'Hérault, qui s'appelle Biodiv Eau. Peut-être certains le connaissent. Globalement, en fin de compte, c'est le département de l'Hérault qui l'appuie financièrement, et puis ceux qui le mettent en place, c'est la Chambre d'agriculture et le CEN Occitanie. Et l'idée, elle était partie d'un groupe de viticulteurs volontaires sur là aussi, où je ne sais plus, Côte de Tongue, en gros au-dessus de Béziers. Leur idée, c'était d'arriver à travailler, engager leurs agriculteurs dans la biodiversité et trouver un programme qui permette de les former à ces enjeux
de pouvoir mettre en place un outil d'autodiagnostic, c'est-à-dire que là, ce n'est plus des experts qui arrivent sur des parcelles agricoles, c'est l'agriculteur lui-même qui est formé à doser son patrimoine naturel sur l'exploitation. Donc, le CEN dispense finalement une formation pour que l'agriculteur puisse être en capacité de répondre à qu'est-ce que c'est qu'un IAE, en gros, comment est-ce qu'on le repère et comment est-ce qu'on l'évalue, puisqu'il y a une grille de notation. Et puis, le diagnostic, du coup, il est fait au final par le CEN. Une fois que l'agriculteur a rendu sa copie, l'analyse est faite par le CEN et il propose une programmation de travaux pour améliorer ce patrimoine naturel. Donc, il y a des possibilités d'être financé par le département pour créer des haies, arbres isolés ou mares et améliorer, en fin de compte, son patrimoine naturel au sein de l'exploitation. Donc ça, c'était super intéressant. On était très contents de pouvoir se lancer sur Biodiv.O parce qu'on peut toucher des agriculteurs qui sont, la plupart étaient en bio, donc on ne les touchait pas avec les MAEC ou les PSE. Et pourtant, c'est des gens qui sont volontaires pour tester, expérimenter plein de choses. Donc, ils ont répondu présent assez vite. Ils ont pris du temps parce que c'est quand même beaucoup de temps. 2 jours de formation à l'autodiagnostic. Ensuite, il faut aller sur ces parcelles, tracer où sont les haies, les fossés, essayer de les évaluer. C'est des grilles assez ambitieuses qui ont été mises au point par le CEN. Il les réajuste aujourd'hui parce qu'elles sont un peu trop ambitieuses. Mais on a quand même eu donc 7 agriculteurs qui ont été assez motivés pour aller au bout. Et aujourd'hui, on essaie de voir qu'est-ce qui est possible de faire en termes de travaux sur l'exploitation. Voilà pour les parties un peu dans le dur. Et puis, donc, parallèlement à ça, puisqu'on en parle beaucoup, des IAE, des infrastructures agroécologiques, on avait besoin d'avoir des outils qui permettent de préciser un peu plus ce que c'était. Alors, il existe des guides très, très bien faits et très complets. Et ce qu'on voulait, nous, c'était avoir un outil qui permette d'être une première base, finalement, de discussion, donc plutôt vulgarisée et visuelle, avec, donc là, en fin de compte, c'est 2 outils. Un poster à gauche, sur les IAE, en gros, qui sont replacés sur un paysage typique de ce secteur-là, donc plaine agricole, viticole, méditerranéenne, donc forcément sèche, avec des milieux aquatiques, mine de rien, qui ponctuent le paysage. On voit un cours d'eau, une mare, un relief, une grille avec une petite forêt voilà, proche, des pelouses, un muret de pierre sèche, un bâti agricole. Tout ça constitue des supports d'IAE. Donc, on a essayé de les reprendre, les répertorier pour rappeler en gros quels sont leurs principaux bénéfices agronomiques et du coup écologiques. Et on a mis en place un petit calendrier d'entretien avec des périodes qui sont plus ou moins favorables d'intervention en fonction des enjeux écologiques là, que vous voyez en bas avec des colorations rouges et jaunes sur les moments de l'année où il faut intervenir, où il faut alors éviter. Et en parallèle de ce poster, donc qui se veut surtout visuel et une première approche de ce concept-là, on a décliné au sein d'une plaquette petite, 3 volets, un focus sur quelques IAE qui sont plus présents sur notre site. Donc les haies, les fossés, arbres isolés et bandes enherbées, où là on détaille un peu plus comment arriver à bien entretenir ces éléments-là, quels sont les enjeux écologiques prioritaires qu'on y trouve. Et encore une fois, quelques conseils d'entretien qui sont répartis dans le temps pour essayer de limiter son impact en ayant en tête finalement le calendrier biologique naturel. Donc, c'est des éléments qu'on distribue, enfin, on les a édités finalement assez récemment en 2020, suite à la dernière programmation des MAE. Ils ont été utilisés dans le cadre des PSE. Quand ils ont été voir les agriculteurs et parler de ces concepts-là, ça a été des supports déjà tout prêts qu'ils ont pu réemployer. La technicienne rivière aussi du syndicat, quand elle croise les agriculteurs, elle leur distribue. Et puis aujourd'hui, avec le nouveau PEC qu'on va monter, ça va être encore des outils qu'on va pouvoir utiliser assez facilement. Et puis, ça permet derrière de pouvoir rediscuter ou affiner le discours ou voire reprendre des guides qui sont déjà plus détaillés pour approfondir la question. Je pense qu'on avait à l'époque fait un petit peu de benchmark. On a sur un territoire voisin, à l'étang de l'Or, ils avaient fait un gros guide sur les IAE et les moyens de les entretenir. Donc, sur des milieux lagunaires cette fois, avec des bassins versants agricoles. Et puis, il y avait aussi la LPO, je crois, dans LPO Pays de Loire, qui avait édité un guide là plutôt spécifique sur les vignes, donc, qui est très intéressant aussi.
Donc, on peut y faire référence quand on a des questions plus précises, mais en tout cas, ces outils-là, ils nous servent on va dire, en première approche, au premier contact, pour pouvoir discuter des IAE. Et la dernière, je crois, slide, c'était donc des choses qu'on a expérimentées pour finalement valoriser, mettre en valeur les agriculteurs auprès du public, parce que beaucoup sont évidemment des passionnés, veulent bien faire, s'engagent dans des programmes type MAE, PSE, Biodivo, ou le font de manière volontaire, et bio évidemment aussi. Donc tout ce cortège de personnalités, souvent sont très favorables à pouvoir communiquer directement avec le public pour expliquer leur métier, leur engagement. Et donc, on a mis en place des visites, en fin de compte, agri-touristiques avec des publics curieux de pouvoir découvrir ce que c'est qu'une exploitation, rencontrer un agriculteur, discuter à 3 voix avec l'agriculteur, un expert ornitho, donc il y avait la LPO qui était présent à ces balades, et puis un gestionnaire de site Natura 2000. Et on arrivait finalement à mobiliser le public sur ces sujets-là et pouvoir leur expliquer directement le pourquoi du comment et comment l'agriculteur aujourd'hui façonne les paysages et parfois quand il agit, comme c'était le cas de ces différents profils, très positivement sur la biodiversité. Donc on en est assez content et c'est des choses qui ont plu, qu'on souhaiterait renouveler. Et donc, on valorise évidemment les actions sur le site Natura 2000 et les agriculteurs qui s'engagent sur les bulletins municipaux des communes qui sont couvertes par le périmètre Natura. Voilà, ça c'était un dernier petite information. Donc, en fait, je n'ai pas de prétention d'avoir tout fait et tout essayé sur le site, mais là, l'idée, c'était de vous montrer nos petits tests, quoi, en gros, et pouvoir en discuter ensemble sur qu'est-ce que vous avez aussi, vous, de votre côté, essayé de monter pour, au-delà des contrats un peu durs, on va dire, qui sont les MAE très techniques. Comment derrière, est-ce qu'on peut valoriser ces engagements-là auprès du réseau d'agriculteurs ou auprès du public aussi, qui est présent autour de ces secteurs agricoles. Voilà, merci. Merci Camille pour cette présentation concrète. Laura, main levée déjà. Oui, merci, c'était très intéressant. Effectivement, déjà cette partie valorisation du travail des agriculteurs, je pense que voilà, c'est très important et utile. Moi déjà, je voulais réagir tout à l'heure sur les outils, vous proposiez d'utiliser les outils de l'Observatoire agricole. Alors peut-être que pour évaluer les PSE, ça serait un peu trop léger, ou du moins il faut vraiment avoir un réseau de parcelles et avoir commencé à acquérir des données avant et après la mise en place des PSE. Et effectivement, ces protocoles, on commence à avoir des réponses quand on a suffisamment d'années de récolte de données, en fait. Ça peut être difficile d'avoir des réponses avec les protocoles OAB sur une période de 2 ans d'expérimentation PSE, quoi. Ou alors ça peut permettre de faire une comparaison avec d'autres, voilà, s'il y a d'autres données, d'autres réseaux. Mais si on veut vraiment avoir une réponse sur une parcelle ou une exploitation qui met en place des PSE, ça me paraît pas suffisant, en fait. Sinon, ma question, c'était sur les IAE. Vous avez beaucoup parlé de mares ou de haies. Est-ce qu'en vigne, il y a eu des expérimentations sur les bords de champs ou les couverts interrants, en lien aussi avec la non-utilisation d'herbicides? Du coup, ça peut être favorisé? Alors, à l'époque des MAE, il y avait eu donc pas mal de contractualisation, on va dire, avec l'alimentation des herbicides. Et en gros, il y avait de l'interrang qui restait végétalisé. Je crois que c'était un rang sur 3 ou un rang sur 4. Donc ça avait été testé. Aujourd'hui, là, je suis en train de rédiger le prochain PAEC. C'est des choses qu'on essaye de remettre un peu sur le haut du tapis, quoi.
engager l'agriculteur dans le zéro phyto, parce que c'est la mesure Viti aujourd'hui qui est proposée, avec de la lutte biologique, évidemment, parce que comme ça, on permet d'avoir des insectes sur les parcelles et donc les oiseaux peuvent en profiter. Mais travailler encore plus loin, c'est-à-dire végétaliser les bordures et les interrangs. Mais alors, il faut que ce soit compatible avec aussi la culture. Donc, on est en train de voir avec la Chambre ce qu'on propose, si c'est un rang sur 3 ou un rang sur 4. Et donc, rendre en fin de compte de proposer en fait une combinaison d'MAE qui serait la MAE Viti associée à la MAE création de couverts. C'est l'objectif qu'on essaye d'avoir pour le prochain dossier. Là. Très bien, merci. Bénédicte? Oui. Merci, Julie, le temps d'ouvrir le micro. Juste pour revenir un tout petit peu sur les OAB, là, les observatoires de biodiversité agricole, il me semble, alors je ne connais pas très bien le dispositif, mais que ça avait aussi un côté de sciences participatives auprès des agriculteurs. Et effectivement, je rejoins pour avoir des données un peu fiables sur du suivi qu'on puisse vraiment utiliser. Il faut sûrement, déjà, faut avoir un état de départ et puis ensuite avoir un recul suffisant. Mais l'intérêt peut-être qu'il peut y avoir aussi, c'est finalement de sensibiliser les agriculteurs et de leur faire découvrir que sur leur parcelle, ils ont de la biodiversité. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là dans les OAB qui peut être malgré tout intéressant, même si sur un plan plus... disons scientifique ou technique d'utilisation des résultats, bon, c'est sûr que c'est plus complexe. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là. Et après, j'avais une question, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas très bien suivi, mais tout ce qui a été fait, là, les outils pour effectivement essayer de valoriser, communiquer avec les agriculteurs sur l'intérêt des IAE, valoriser les bonnes pratiques, tout ça, c'est super intéressant. Mais du coup, ça a été fait dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 ou plutôt en lien avec les MAE? C'était juste pour savoir un peu comment c'était, dans quel cadre c'était réalisé en fait. Les deux le permettent. De toute manière, on est sur le périmètre du site. Mhm. Et quand on est en période de programmation, de toute manière, tout notre temps de travail, régie, il est fixé dans la création d'animation annuelle, donc on la valorise comme ça. Et les outils qu'on a pu déployer sur les IAE, on les a fait financer par Natura 2000, justement dans la convention d'animation annuelle classique. Bon, il y a souvent des lignes, on va dire, communication, sensibilisation sur nos programmes annuels, et ça fait partie d'une prestation de mettre en place ces deux outils-là. On avait voulu déployer de la formation dans la foulée, justement, pour aller présenter les outils, mobiliser un réseau d'acteurs et animer un peu la chose, sauf qu'on est tombé en plein Covid, donc ça a fait plouf. Et aujourd'hui, on va profiter de la nouvelle programmation du PAEC pour remobiliser finalement sur ces outils-là, les faire davantage connaître et puis reformer un réseau qu'on a clairement un peu perdu entre la dernière programmation et la nouvelle. Ça a été flottant. Donc, il y a tout un travail de réseautage à reprendre. D'accord, merci. On s'approche de l'heure de fin du café. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions pour Camille? Ou pour Hugo, d'ailleurs, parce qu'on peut mixer. Julien? Ouais, Camille, juste un petit point vraiment très technique. J'ai vu que dans tes enjeux, tu avais mentionné l'entretien des friches agricoles, en tout cas le maintien de certaines friches agricoles en lien avec la vie faune. On a le même enjeu sur des zones notamment à Outarde et on se confronte énormément au monde agricole sur ce terme de friche et notamment aux autres plans alors communaux, intercommunal qui visent à réduire la surface des friches. Est-ce que tu as mis en place des actions spécifiques vraiment là, sur cette thématique et si oui, lesquelles? Alors là, je dirais que je dézoomerais, on va dire, si on parle d'action, parce que je le réalise, par exemple, en réunion, quand on traite, justement, quand on met en place le PAT, là, on est en pleine concertation sur le PAT. Évidemment, les friches, elles sont redondantes, ça revient toujours. Qu'est-ce qu'on fait des friches? Est-ce qu'on les remet en culture? Est-ce que ça fera des zones urbanisées bientôt? Qu'est-ce qu'on en fait? En gros, c'est sale, ça ne sert à rien.
Et donc, c'est à ce moment-là que je rappelle à tous que ça présente des enjeux forts pour la biodiversité et que ce patrimoine-là, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, déjà, ça, c'est un premier... c'est une petite rengaine, finalement, que je rappelle assez régulièrement, si ce n'est en tout cas en réunion avec les acteurs techniques locaux, pour pas qu'on se mette en tête d'en faire, on va dire, n'importe quoi et qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, elles ont une importance et un usage. Après, sur la profession agricole, aujourd'hui, c'est un peu statu quo. Il y a beaucoup de secteurs assez gros de friches. Ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent en faire, j'ai l'impression. Et puis, pour le dossier PAEC, c'est compliqué aussi de la traiter. Parce que j'ai beaucoup de friches qui sont anciennes. Alors, du coup, elles sont considérées avec Code PAC, c'est compliqué, là. Donc, c'est pas simple, on va dire, de manière opérationnelle, de travailler sur cet enjeu friche. Du coup, aujourd'hui, je le fais plutôt de manière informelle pour rappeler à tout le monde qu'elles ont une importance et laquelle. C'est vrai que nous, on fonctionne un peu pareil, et du coup, on en vient même à bannir ce mot friche et parler plutôt de milieu ouvert. Et justement, pour notamment la mise en place de certaines MAEC, là, sur ces friches où, comme toi, on a les mêmes problématiques de codification PAC qui nous rendent inéligibles certaines mesures. Peut-être que la solution, elle serait de réaliser en amont avec les exploitants qui déclarent ces surfaces une petite animation foncière qui vise à faire déclarer ces friches en prairie naturelle, par exemple, et du coup, ça reviendrait à faire revenir ces friches dans le giron des milieux naturels, quoi. C'est vrai, ça pourrait être une bonne idée. Merci. Je vois que les participants commencent à se déconnecter un petit peu. On arrive au bout du café. Camille et Hugo, merci beaucoup pour vos présentations. De toute façon, on va envoyer un mail à l'ensemble des participants, comme à l'habitude, avec l'ensemble des coordonnées mail en fait, des participants d'aujourd'hui, si vous voulez continuer à échanger a posteriori de ce café, accompagné bien évidemment des présentations de Hugo et de Camille. On mettra également le replay de ce café génial sur notre site internet. Ainsi que les différentes ressources qui ont été mises dans la conversation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Fabien a partagé un certain nombre de ressources, notamment sur des journées qui avaient eu lieu en lien avec la trame verte et bleue. Voilà, je vous rappelle rapidement du coup les prochains rendez-vous. Le 14 octobre, on organise un petit webinaire avec la Chambre d'agriculture pour qu'ils viennent vous présenter leurs actions en lien avec la biodiversité. Donc, il y aura la Chambre régionale et les services pastoralisme aussi de la Chambre qui seront présents. Donc, le 14 octobre, pardon, c'est un vendredi. Le jeudi 20 octobre, ce sera le prochain Café Génial, donc avec Marine Font, qui était là aujourd'hui sur la sensibilisation aux enjeux de l'érosion des sols. Et il y aura aussi Nicolas Cardo du SMEAG pour les présentations. Et puis, je vous rappelle les dates du salon Ad Natura, le salon national de l'écologie, qui aura lieu du 27 au 29 octobre au Parc des Expos à Montpellier. Et le 28 sera notre assemblée générale du réseau des gestionnaires, le groupe projet du réseau, pour faire un petit peu le bilan de cette année 2022. Et puis réfléchir donc aux perspectives sur 2023. Donc ça, c'est le 28 matin. Je pense que vous avez tous dû recevoir normalement l'invitation à ce groupe projet et à la journée du forum. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui a été envoyé avec l'invitation. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Et merci encore Hugo et Camille et tous les présents. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Merci. Bonne journée, au revoir.